Bienvenue à cette vidéo. Donc les acquis d'apprentissage visés ici sont le dimensionnement d'un poste de pompage de manière générale. Donc ce n'est pas un cours sur le pompage parce que c'est une discipline qui est très complexe et qui pourrait faire l'objet d'un cours à part entière. Ici on va vraiment s'intéresser à synthétiser l'ensemble des connaissances nécessaires pour le dimensionnement d'un projet d'assainissement. Donc, première question, pourquoi avoir besoin d'une pompe dans le cadre d'un réseau d'assainissement? Eh bien, on l'a vu, l'essentiel de l'écoulement dans un réseau d'assainissement se fait de manière gravitaire. Pour autant, il peut y avoir des cas où on a besoin d'un coup de pouce en termes d'énergie, parce que de manière gravitaire, on n'arriverait pas à transporter l'ensemble des effluents. Ça peut être un cas tout bête. Imaginez par exemple que vous avez une cave chez vous. Cette cave, vous l'avez aménagée, il y a une machine à laver, des toilettes. Et en fait, cette cave est vraiment profonde, elle est plus basse que le réseau collectif public. Donc, pour évacuer vos effluents, ceux de votre machine à laver ou ceux de vos toilettes, vous avez besoin d'une pompe qui va pousser les effluents jusqu'au réseau collectif. Le cas le plus courant est sur le réseau collectif lui-même. L'effluent peut avoir besoin de franchir de fortes pentes, à contre-pente, ou bien encore on peut être gravitaire sur l'ensemble d'une agglomération, mais par contre la station de traitement des eaux usées, elle peut être plus éloignée et ça va être difficile de l'alimenter de manière gravitaire, et donc in fine ça va être un poste qui va pousser les effluents de l'agglomération jusqu'à la station de traitement des eaux usées. Donc voilà quelques exemples. Alors la configuration classique d'un poste de pompage, c'est celle-ci. Donc on a généralement une conduite d'alimentation qui alimente le poste en chute. On a donc une pompe au fond de la bâche de pompage. Vous avez vu là le fond, on essaye de ne pas le faire droit pour ne pas favoriser les dépôts et puis pour toujours ramener l'eau résiduelle vers les pompes. Ces pompes du coup, elles vont pousser les effluents jusqu'à un point plus haut que la conduite amont. Généralement dans une bâche de pompage on a un trop-plein. Ici c'est une sécurité au cas où le débit d'apport est plus fort que ce qu'on est capable de pomper, ou bien tout simplement les pompes sont en panne, ou encore en cas de panne d'électricité. A noter que du coup, sur cette configuration qu'on voit ici, la zone de stockage, c'est principalement entre le fond de la bâche de pompage et la conduite amont. Mais on essaiera d'éviter le cas où on doit monter au-delà de la conduite amont. Voilà, alors sur ce slide, il y a aussi des préconisations par rapport à la bâche, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Alors, finalement, quand on parle de poste de pompage, il y a deux configurations possibles, ce qu'on appelle le poste de refoulement et le poste de relèvement. Si on reprend la configuration type vue tout à l'heure, la différence majeure est le régime d'écoulement ici à l'aval. Dans le cas d'un poste de relèvement, ici on est nouveau en gravitaire, c'est-à-dire que l'eau étant gravitaire en amont, elle chute. La pompe aspire cette eau-là, monte cette eau à ce point-là, mais ici on est nouveau en gravitaire. Donc d'où le nom de relèvement, c'est-à-dire qu'on a juste la pompe a juste permis de gagner en hauteur, c'est une sorte d'ascenseur à eau. Dans le cas d'un poste de refoulement, ici on est en charge, c'est-à-dire que la pompe relève, puis pousse jusqu'à l'exutoire, qui peut être la station de traitement des eaux usées, ou un autre poste. Voilà, donc voilà la différence finalement entre les deux fonctionnements. On va l'aborder tout à l'heure, la différence majeure finalement c'est la prise en compte ou non des pertes de charge dans la conduite de refoulement. Alors une première chose, on va commencer par les dimensionnements. Dans le cas d'un poste de refoulement, on va essayer de ne pas dépasser certaines vitesses dans la conduite de refoulement. Ça dit c'est pas un critère absolu. De toute façon, vous allez voir que dans le dimensionnement, les pertes de charge à l'aval vont compter et que finalement, comme les pertes de charge sont proportionnelles à la vitesse au carré, si de toute façon on s'autorise des vitesses très élevées, très vite ça va être ingérable parce que ça signifiera des pertes de charge d'autant plus élevées. Alors, je vous ai mis ici un document type que va vous donner le fournisseur de la pompe. C'est-à-dire qu'au moment où vous achetez une pompe, vous aurez choisi votre pompe, le constructeur normalement vous donne cette donnée-là, qui est une donnée type, et qu'on appelle la courbe de pompe. Et en fait, il y a plusieurs courbes ici, comme vous pouvez le voir, il y en a 4. La courbe principale, c'est la courbe verte. La courbe verte, en fait,
vous donne la hauteur manométrique totale de la pompe en fonction du débit. Cette hauteur manométrique totale, comme on a pu le voir en début du cours d'assainissement sur la partie hydraulique, on a vu que la notion de charge en hydraulique finalement avait trait à une notion d'énergie mais qui est exprimée en mètres. Ben ici c'est bien ça, c'est l'énergie que va pouvoir donner la pompe. C'est-à-dire que si on fait une différence entre l'entrée et la sortie de la pompe, l'effluent aura gagné une énergie, et ben c'est cette énergie-là. Et finalement on voit que cette énergie, entre guillemets, elle n'est pas constante, c'est-à-dire que plus il y a de débit, moins la pompe est capable de fournir cette hauteur manométrique. C'est un petit peu comme nous quand on court, plus on court vite, moins on fait de distance. A l'inverse, plus on court lentement, plus on est capable de tenir sur une grande distance. La pompe c'est un petit peu pareil. Donc ici, la pompe elle est obligée de relever une grande hauteur, elle est obligée de donner une grande énergie à l'effluent et du coup elle peut faire ça pour un débit relativement bas. Et ici, la pompe n'a pas grand chose à relever en termes de hauteur, d'énergie à donner à l'écoulement, et du coup elle est capable de faire ça avec un débit plutôt grand. Et il y a plein de points intermédiaires. Alors on a l'impression qu'ici on voit une courbe et que du coup on a pas mal de zones de fonctionnement. Mais en fait non. Il y a des zones à éviter, je vais y revenir, mais déjà si on regarde une première chose, c'est qu'il y a une deuxième courbe qui est fournie par le constructeur, qui est la courbe de rendement. Et on voit que le rendement de la pompe, il change beaucoup sur cette plage de fonctionnement. Vous voyez, finalement, si on regarde les plages où on est à plus de 50% de rendement, et 50% de rendement, c'est vraiment pas beaucoup, on enlève déjà le premier tiers. Hein. On voit que toute cette zone où la pompe est obligée de pomper beaucoup et n'arrivera obligée de pousser très fort et n'arrivera à le faire qu'avec un faible débit, on voit que toute cette zone, la pompe n'est absolument pas efficace. Donc voilà, elle peut y être de manière exceptionnelle, mais il ne faut absolument pas qu'une pompe fonctionne de manière courante dans cette zone-là. Alors, si on prend maintenant cette zone ici, le bas de la courbe, on pourrait avoir l'impression que la pompe s'y sent bien. En fait, pas du tout. Pourquoi? Alors, c'est vrai que c'est paradoxal parce qu'on se dit, bon, bah, la pompe n'a pas grand-chose à remonter. On voit qu'en termes de pression, de pression manométrique, de hauteur manométrique, elle n'a pas grand-chose à fournir. Et que du coup, bah, elle est capable de le faire avec un grand débit, enfin de fournir un grand débit. Un petit peu comme nous, si on avait à courir un sprint, on est capable de donner un maximum de vitesse. En fait, la pompe n'aime pas cette zone-là. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas beaucoup de pression à surmonter. Donc globalement, dans la pompe, par rapport au reste de la courbe, il n'y a pas beaucoup de pression. Du coup, elle le fait qu'un grand débit. Donc l'écoulement a une forte vitesse. Du coup, forte vitesse, faible pression, il y a un risque pour l'écoulement de passer en deçà de la pression de vapeur saturante. C'est-à-dire qu'une partie de l'eau peut être convertie en vapeur. Jusque-là, c'est pas quelque chose de vraiment mauvais. Le problème, ce sont les phénomènes qui suivent. C'est-à-dire que la pompe va pomper un mélange d'eau liquide et de vapeur. Et si jamais il y a un changement de pression, c'est-à-dire si tout d'un coup la pression réaugmente, ces bulles de vapeur vont imploser, c'est-à-dire que l'eau va se recondenser en liquide. Or, quand l'eau se recondense en liquide, la bulle de vapeur en fait se concentre en un point, et donc toute cette masse d'eau se concentre en un point, et donc très localement, ça fait un très fort impact. Cet impact est si fort que sur votre hélice, ça peut se manifester par deux types de dégâts. Soit c'est piqué, comme ici, on a l'impression que voilà, c'est comme une sorte d'érosion, ou alors ça peut même carrément faire des entailles, comme on le voit ici sur les côtés saillants de l'hélice. Et donc c'est vraiment très dommageable pour l'hélice. Et très vite, votre pompe va s'user d'une part, mais très vite même, elle va être hors service. Vous voyez ce que j'abordais tout à l'heure sur la bulle, quand la pression augmente, par rapport à la bulle de vapeur, la bulle va diminuer de taille et à un moment elle va se déformer et elle va imploser en fait. Toute la masse va être concentrée en un point et ce point là du coup c'est ici que la pompe va s'abîmer. Donc conclusion, si je reviens à ma courbe de pompe constructeur, cette zone là est absolument à éviter. D'abord l'efficacité de la pompe rebaisse, vous voyez on voit que son rendement rebaisse. Ça, c'est le moindre balle, mais surtout, c'est une zone dommageable. Alors, comment éviter ça? Comment être sûr d'éviter qu'on est dans cette zone? Eh bien, le constructeur vous donne une donnée ici, qui est le NPSH, en fait.
Le NPSH, c'est la pression minimale à imposer en entrée de pompe pour éviter d'être dans la zone de cavitation. Donc je ne sais pas, si par exemple je suis à 1400 m3, eh bien à 1400 m3, il faut imposer minimum 8 mètres de colonne d'eau en pression pour éviter qu'il y ait de la cavitation. Alors ça c'est l'interprétation de base, une interprétation un petit peu plus poussée, que j'ai apprise grâce à Lionel Bardet que je salue, c'est qu'en fait, vous voyez ici le constructeur met NPSH moins 3%. En fait, le constructeur il a un peu du mal à vous dire à partir de quelle pression on commence à caviter, c'est-à-dire à partir de quelle pression une partie de l'eau se transforme en vapeur. C'est quand même difficile parce qu'observer ça, c'est complexe. Alors ce que fait le constructeur, c'est qu'il regarde à partir de quand il commence à avoir une baisse de rendement. Et donc, ce qu'il vous donne ici, c'est la pression à partir de laquelle la cavitation va engendrer une perte de rendement de 3%. Ça, c'est observable. C'est-à-dire que pour une énergie donnée, le constructeur regarde à partir de quand il y a un peu moins de pression en sortie de pompe. Ce qui est quand même un peu différent, c'est-à-dire qu'en fait, généralement, on considère qu'on peut caviter avant d'avoir une perte de rendement. Donc, on va dire que ce critère-là, c'est un bon critère, mais c'est vraiment le critère minimum. C'est-à-dire qu'ici, si je reprends mon exemple, 1400 m3, il faut avoir minimum 8 mètres de colonne d'eau, mais encore c'est le minimum du minimum, c'est-à-dire que à cette pression-là en entrée, l'eau aura déjà commencé à caviter, la pompe aura déjà commencé à caviter, donc une partie de l'eau aura déjà commencé à se transformer en vapeur, mais on n'aura pas encore perdu 3%, donc on imagine que ce n'est pas encore une forte cavitation, ce n'est pas encore dommageable pour la pompe. Voilà, mais si jamais j'avais par exemple 9 mètres de colonne d'eau, là je suis sûr d'être en sécurité par exemple. Donc voilà, on a pas mal parlé des caractéristiques de la pompe. Alors vous voyez ici qu'il y a aussi la puissance. Alors ça c'est une donnée plutôt électromécanique sur laquelle je n'irai pas. Là on se concentre vraiment sur les aspects hydrauliques, mais c'est bien sûr un point important pour dimensionner votre installation. Puisque là on voit la consommation, indirectement la puissance, donc la consommation de la pompe en fonction du débit pompé. Donc là on voit maintenant les données du point de vue de la pompe. Mais les données du point de vue de la pompe doivent être croisées avec les données du point de vue du réseau. Ici, on voit un schéma type aussi. Imaginons une pompe qui permet d'amener les eaux d'un réservoir plus bas vers un réservoir plus haut. Et bien, finalement, l'eau, pour aller du réservoir plus bas au réservoir plus haut, on pourrait se dire, ah, il faut qu'elle monte. Elle doit surmonter l'altitude, c'est-à-dire la différence des niveaux d'eau entre les deux réservoirs. Notez ici HG. Mais en fait, pas seulement. L'eau doit vaincre les pertes de charge dans cette conduite, les pertes de charge dans cette conduite, les pertes de charge dans cette conduite, plus, effectivement, le delta Z. Et pour que l'eau ait l'énergie de surmonter tout ça, eh bien c'est la pompe qui va la donner, donc c'est la HMT qui doit compenser tout ça. C'est pour ça que ça s'appelle la hauteur manométrique totale. Finalement, l'eau, pour passer d'un réservoir à l'autre ici, elle doit gagner en hauteur, mais hauteur au sens charge. Et cette hauteur, ce n'est pas seulement la différence d'altitude entre les deux niveaux d'eau, c'est aussi les pertes de charge dans les conduites. Et cette énergie-là, qui va la donner, c'est la pompe, et donc c'est la HMT qui va fournir ça. Et donc quand vous allez mettre une pompe sur un réseau, il va y avoir un équilibre qui s'établit entre la HMT et la hauteur altimétrique plus les pertes de charge. Et d'une certaine manière, on est en train de dire qu'on a deux équations pour déterminer une inconnue qui est le débit. C'est-à-dire que la charge, l'énergie que donne la pompe est une fonction du débit. Les pertes de charge, la courbe du réseau, à savoir le delta Z plus les pertes de charge, c'est aussi une fonction du débit, puisqu'en fait ces pertes de charge, on a pu l'évoquer dans les cours précédents, cette perte de charge dépend du débit elle-même. Si on prend par exemple ici une manière d'évaluer les pertes de charge qu'est la formule de Le Chap et Calmont. Et donc j'ai deux équations qui font intervenir le débit qui doivent s'équilibrer, et c'est comme ça que je détermine mon débit. Donc finalement, on va déterminer le débit dans un réseau de manière itérative. On va faire un exercice spécifique là-dessus en TD. Donc ici c'est la partie cours, et on verra une application en TD qui sera fait en vidéo aussi, donc dans une prochaine vidéo. Donc en synthèse,
imaginons que moi, je veuille, je reprends cet exemple. Je calcule mon delta Z. J'évalue un débit. Ce débit, j'évalue du coup des pertes de charge en amont et en aval de la pompe. Du coup, je calcule la courbe réseau. Et par rapport à cette courbe réseau, je regarde par rapport à ma HMT. Je ne sais pas si je sais que j'ai 100 mètres à monter et qu'en plus j'ai une perte de charge de 70 mètres ou à 170 mètres, je sais que je fournirai 1200 mètres cubes heure. D'une certaine manière, quand j'ai choisi une pompe, pour un réseau donné, je n'ai plus le choix du débit en fait. Je n'ai plus le choix du débit parce qu'une pompe, c'est une courbe. Et en fait, il va falloir trouver l'intersection entre la courbe de la pompe et la courbe du réseau, c'est-à-dire la résistance du réseau, le delta Z, plus les pertes de charge qui sont aussi fonction du débit. Et donc, j'aurai qu'un point. L'éventuel degré de liberté que je peux avoir, c'est si ma pompe est sur variateur, auquel cas ma pompe ne présente pas une courbe mais plusieurs courbes. Mais finalement, c'est un artifice. Qui fait, parce qu'en fait, je fais varier ma fréquence de rotation de mes pompes. Mais si on reste sur un cas de base, où finalement on va respecter les caractéristiques du réseau électrique, on n'a qu'une seule courbe, et donc quand je choisis une pompe, indirectement j'ai déjà choisi un débit. C'est pour ça qu'il faut absolument croiser la courbe de pompe et la courbe de réseau pour pouvoir dimensionner son poste de pompage, comme nous allons le faire en TD. Voilà, donc le cours poursuit ici sur l'application de l'ECHAP également. Donc la perte de charge ici linéaire, dans millimètres par mètre, est proportionnelle bien sûr au débit, ou en tout cas une puissance du débit. Donc ici on a la formule grand L, attention grand L c'est un coefficient fois Q puissance N sur D puissance N, et en fait L, M, N sont des caractéristiques qui dépendent du réseau. Donc ici on vous donne en fonction du matériau, vous voyez par exemple ici pour le PVC, on aura LMN respectivement égal à 1,049, 1,86 et 4,93. Et donc pour avoir ma perte de charge totale, je multiplie cette perte de charge linéaire bien sûr par le linéaire du tuyau. C'est assez pratique parce que contrairement à d'autres modes de calcul de perte de charge comme Colebrook, c'est pas itératif. On a vraiment une expression analytique, donc c'est plutôt pratique comme formule, mais plutôt adapté vraiment déjà à des plutôt faibles diamètres et vraiment du réseau, type eau potable ou petit réseau d'assainissement. Quand on est sur des réseaux plus complexes, on peut repasser à Colebrook. Voilà, alors ça c'était vraiment pour la partie hydraulique du poste de pompage. Maintenant, deux aspects importants. Finalement, dans le poste de pompage, on stocke de l'eau sale, puisque ce sont des eaux usées, et donc on a beaucoup de fermentation et donc beaucoup de production d'H2S. Or, l'H2S présente deux problèmes. D'abord, le problème vis-à-vis de la sécurité des intervenants. Il n'est pas rare qu'une pompe se colmate à cause des lingettes ou qu'il y ait des problèmes d'électrique, donc vous allez avoir des agents qui vont intervenir. Ils ne pourront pas intervenir s'il y a trop d'H2S. Mais en plus, l'H2S a un fort pouvoir oxydant. Or, dans une bâche de pompage, vous avez énormément de choses métalliques, donc la pompe elle-même, les barres de guidage sur lesquelles seront fixées la pompe, qu'on voit ici. Il y a toute l'instrumentation, des vannes, des clapets anti-retour, bref, beaucoup d'équipements électromécaniques qui vont vite se corroder, ça peut vous coûter très cher. Donc là, la gestion de l'H2S est très important, et pour ça, déjà, il faut éviter de stocker trop longtemps. Du coup, qui dit gestion du stockage, finalement, dit bon dimensionnement de la bâche de pompage. Or, il y a un deuxième paramètre qui est très important vis-à-vis du choix du volume de la bâche de pompage, c'est le nombre de démarrages. Finalement, une pompe est associée à une cote d'arrêt, une cote de démarrage. La cote de démarrage est souvent plus haute que la cote d'arrêt. C'est-à-dire que si je reprends mon rectangle vert ici, généralement la cote de démarrage c'est le haut du rectangle, la cote d'arrêt c'est le bas du rectangle. Et finalement la différence entre les deux c'est le marnage. C'est la hauteur sur laquelle la hauteur d'eau peut varier pour stocker et déstocker. Donc un scénario type, la pompe est éteinte, l'eau coule, donc le niveau d'eau va monter, jusqu'à atteindre la cote de démarrage, là la pompe va commencer à démarrer, et là il y a deux possibilités. Soit on continue à avoir un apport et c'est plus fort que le pompage, alors l'eau va monter, mais généralement le pompage est plus fort que l'apport, donc ça va diminuer, mais on pompe toujours jusqu'à temps qu'on atteint la cote d'arrêt. Et là la pompe s'éteint. Et donc finalement on s'enchaîne des cycles où on stocke, puis on pompe, on stocke, puis on pompe. Et toute la question est de dire, mais est-ce qu'il vaut mieux avoir une fréquence très élevée, c'est-à-dire que je stocke, je pompe, mais sur 10 minutes à chaque fois,
Comme ça, ben, j'évite d'avoir de l'H2S et finalement j'ai presque un pompage en continu. Ou est-ce que je préfère stocker beaucoup et limiter mes fréquences de démarrage? Il y a un optimum à trouver. Pourquoi? Parce que la pompe, elle, n'aime pas démarrer et s'éteindre trop souvent. Vous voyez, on vous a mis quelques exemples ici en fonction de la puissance, mais on retiendra globalement qu'il faudrait avoir une fréquence d'arrêt-démarrage d'une dizaine de fois par heure. Et donc voilà, à vous de trouver l'équilibre pour diminuer suffisamment ce taux-là pour éviter l'H2S d'une part et pour respecter, mais tout de même avoir un nombre d'arrêt-démarrage suffisant pour pas trop solliciter la pompe par rapport à sa puissance, que les phases de démarrage consomment beaucoup et du coup sollicitent beaucoup la pompe. Ben voilà ce que je vais vous dire sur le pompage, et rendez-vous pour la prochaine vidéo sur le TD qui permettra du coup de mettre en application le calcul de la HMT croisé avec la courbe de réseau.